Mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux. Maintenant, nous recevons Monsieur Roch-Olivier Mestre, qui est président de l'autorité de régulation de la distribution de la presse. La Commission, je rappelle, a souhaité procéder à une revue exhaustive, Monsieur le Président, de toutes les autorités administratives indépendantes et les autorités publiques indépendantes. L'autorité de régulation de la distribution de la presse a été créée par la loi du 20 juillet 2011, je le rappelle, relative à la régulation du système de distribution de la presse, afin de mettre en place une régulation bicéphale du système coopératif de distribution de la presse. Historiquement, l'architecture du système coopératif de distribution de la presse, vendu au numéro, tire ses fondements de la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet, qui met en place une instance d'autorégulation. Le Conseil supérieur des messageries de presse, CSMP, qui est une instance professionnelle dotée de la personnalité morale où siègent 20 membres représentant tous les acteurs de la distribution. Pour répondre aux graves difficultés de fonctionnement de ce système autorégulé, pointées par plusieurs rapports, la loi du 21 juillet 2011, issue d'une large concertation avec le secteur, modifie la loi Bichet pour introduire cette régulation bicéphale avec la mise en place de la RDP. Enfin, on a la loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse qui conforte l'indépendance de l'autorité et renforce ses prérogatives à l'encontre du CSMP. Vous nous présenterez, je le pense, dans le détail l'évolution de vos compétences et de vos règles de fonctionnement et de vos ressources. Comme la loi le permet, je vous rappelle que votre audition fera l'objet d'un compte-rendu publié dans le compte-rendu détaillé des réunions des commissions, qui est diffusé à la fois en version papier et sur le site Internet du Sénat. Par ailleurs, votre audition est ouverte au public et à la presse et fait l'objet d'une captation vidéo. Avant de vous passer la parole, formalisme m'y oblige des commissions d'enquête, je dois vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure, Madame la Présidente. Je vous en remercie. Madame ne prendra pas la parole, donc je n'ai pas besoin de vous demander de prêter serment. Alors, je vous propose de nous faire part de vos observations pendant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur vous posera des questions et les membres de la commission qui le souhaitent aussi. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je suis heureux de pouvoir présenter devant vous les caractéristiques de cette autorité administrative indépendante qui, outre le fait que dans le champ de la régulation économique, elle est probablement la plus petite, ou en tout cas l'une des plus petites, présente des caractéristiques très particulières par rapport à celles que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent. C'est un dispositif de régulation original pour plusieurs raisons. La première, c'est celle que vous avez rappelée, c'est qu'historiquement, la distribution de la presse, les principes et les règles qui l'encadrent, ont été fixés au sortir de la guerre par une loi fondatrice qui est toujours en vigueur aujourd'hui, même si elle a été un peu amendée au fil du temps, qui est la loi dite Bichet de 1947. Cette loi avait comme préoccupation à l'époque, d'une part, d'éviter de reconstituer le monopole de l'entreprise Hachette, qui avait prévalu pendant la guerre et avant la guerre, d'éviter également de constituer un monopole public, et surtout de préserver le pluralisme de la distribution de la presse à l'époque, puisque la presse, au sortir de la guerre, il faut s'en souvenir, était une presse florissante, très abondante, et essentiellement une presse quotidienne. C'était une époque où la presse magazine existait très peu. Donc cette loi a fixé comme principe le principe de la libre distribution, c'est-à-dire chaque éditeur de presse peut se distribuer seul s'il souhaite se distribuer seul. Par contre, à partir du moment où la distribution se fait de manière groupée, la loi impose que cette distribution se fasse par le biais de messageries de presse, messageries détenues de façon majoritaire par les éditeurs de presse eux-mêmes. Ceci pour préserver, selon une logique coopérative, l'équilibre entre les petits titres de presse et les grands titres de presse et assurer une distribution équitable, quelles que soient les orientations de ces titres de presse. La loi a également instauré à l'époque, vous l'avez rappelé Madame la Présidente, un système de régulation professionnelle, d'autorégulation, à travers un organisme qui est le Conseil supérieur des messageries de presse, qui associe tous les acteurs de la profession, donc les éditeurs, les dépositaires, les diffuseurs, les messageries de presse, les syndicats professionnels.
qui, par ses délibérations, donc, ce Conseil avait vocation donc, à assurer la régulation du secteur. Alors tout ça a bien fonctionné jusqu'au moment où la crise de la presse, ce qui est convenu d'appeler la crise de la presse écrite, a vu le jour. Donc grosso modo dans les années 90, avec une profession qui a connu des bouleversements majeurs. D'abord l'émergence de la presse magazine, qui est devenue considérable. À l'inverse, une presse d'information politique et générale, et singulièrement une presse quotidienne nationale, qui a connu les déboires que l'on sait, avec un nombre de titres qui s'est réduit très considérablement, puisqu'on avait aujourd'hui, vous le savez, que quelques titres de presse nationale. Surtout, un effondrement progressif de la vente au numéro de la presse. On est aujourd'hui sur des tendances de marché qui sont de -5, -6, -7, grosso modo. Il y a encore une quinzaine d'années, on distribuait grosso modo 7 milliards d'exemplaires de titres de presse. Aujourd'hui, on en distribue à peine 5 milliards. Donc on est sur une baisse structurelle. L'émergence du numérique, bien évidemment, qui a accentué cette évolution. Et tout ça a abouti à une situation de crise caractérisée par la situation de la principale messagerie de presse, autrefois les NMPP, devenue depuis la société Prestalis, qui se retrouvait quasiment en situation de dépôt de bilan. Une concurrence exacerbée entre les deux principales messageries, les Prestalis donc, et puis les messageries lyonnaises de presse, et un conseil supérieur qui, du fait de sa composition à l'époque, du fait de l'endogamie de sa composition, s'est trouvé dans une situation de véritable paralysie et d'incapacité à résoudre les litiges et à assurer, conformément à la mission qui était la sienne, la régulation du secteur. Beaucoup de litiges se sont exprimés alors. Ils ont été portés pour l'essentiel devant le Conseil de la concurrence, bien qu'un certain nombre d'entre eux ne relèvent pas proprement parlé du droit de la concurrence. Mais enfin, beaucoup de litiges sont venus devant l'autorité de la concurrence. Et donc, au moment des États généraux de la presse, à l'initiative de l'ancien président de la République, en 2008, il a été demandé au président du Conseil de la concurrence de l'époque, qui n'était pas encore l'autorité de la concurrence, de rédiger un rapport sur la réforme du Conseil supérieur des messageries de presse et sur la régulation du secteur. Alors, ce rapport a proposé un schéma, j'allais dire, classique, qui est celui de créer une autorité administrative à part entière sur le modèle de ce qui existe aujourd'hui dans le secteur de la télévision ou dans celui des télécommunications. Donc l'idée sous-jacente était de déconnecter la profession, puisque la profession n'était plus en mesure elle-même, du fait des conflits d'intérêts qui les opposaient entre eux, de procéder à la régulation. Ce rapport proposait donc de créer une autorité indépendante en charge de réguler la totalité du secteur. Tel n'est pas le choix qui a été fait par le législateur en 2011, qui a préféré lui retenir un schéma plutôt que bicéphale, qui pourrait être source de confusion, je dirais plutôt un schéma de régulation à deux niveaux. Donc on garde d'une part un conseil supérieur des messageries de presse, qui est en quelque sorte le régulateur de premier rang, qui est composé des professionnels, comme je l'ai indiqué, qui est une personne morale de droit privé, qui représente donc tous les professionnels et leurs intérêts, et qui a pour mission, donc missions qui ont été précisées par la loi de 2011 que vous avez citée, qui a pour mission donc à la fois de prendre les mesures de portée générale, j'allais dire les mesures réglementaires qui s'appliquent à toute la filière, et d'autre part à procéder aux régulations des différends entre l'ensemble des acteurs de la profession. La distribution de la presse mobilise toute une série d'acteurs qui sont liés par des liens contractuels et donc peut générer toute une série de litiges. Le Conseil supérieur a vocation à régler de façon précontentieuse ces litiges en amont des juridictions. Et puis d'autre part, au-dessus ou à côté, je ne sais comment il faut le dire, le législateur de 2011 donc, a institué une autorité administrative indépendante, une petite autorité composée de 3 membres, j'y reviendrai, qui a 2 missions. La première, c'est de rendre exécutoires ou non les décisions du Conseil supérieur. Donc elle surveille en quelque sorte les travaux, elle valide, elle donne force de loi, si je puis utiliser cette expression, aux décisions de portée générale du Conseil, en veillant bien évidemment au respect du droit de la concurrence et des équilibres économiques de la filière. Et d'autre part, cette autorité peut suppléer, le cas échéant, le Conseil supérieur dans le règlement des litiges si le Conseil supérieur n'est pas en mesure lui-même de procéder à ce règlement à son niveau.
Donc on est vraiment sur un système de régulation économique très singulier par rapport à celui que vous avez pu connaître avec des modèles type Creux ou la RAF dans le transport ferroviaire. C'est un système à deux niveaux, une fois encore, avec une régulation professionnelle de premier rang et cette petite autorité administrative au-dessus qui assure le rôle que je viens de rappeler. Deuxième caractéristique forte que je souhaite souligner devant votre commission, c'est que ce dispositif est un dispositif qui, à ce jour, a été sans conséquence budgétaire pour l'État, puisque d'abord, le Conseil supérieur des messageries de presse est financé exclusivement par les professionnels. Ce sont les messageries de presse qui, de par la loi, sont tenues d'assurer le financement de ce Conseil. Le Conseil, pour vous donner un ordre de grandeur, a un budget annuel de l'ordre de 2,5 millions d'euros, puisque le Conseil lui-même dispose de services propres. Et l'autorité de régulation de la distribution de la presse, au cours des 4 années écoulées, sous l'empire de la loi de 2011, est également financée, a été également, et est cette année encore financée par la profession, par une contribution des messageries de presse, avec un budget qui est un budget cette année qui tourne aux alentours de 120 000 euros. C'est une autorité, je souhaite le souligner, qui n'a pas de locaux propres. Elle utilise par voie de convention avec le CSMP la salle de réunion du Conseil pour les réunions qu'elle souhaite tenir. Donc nous n'avons pas souhaité, pour des raisons évidentes d'efficience et d'économie, avoir des locaux propres. Ça n'aurait pas été justifié. Nous n'avons pas de service propre. Donc tout le travail est fait par le collège de la commission, par les 3 membres. Pendant un peu plus d'1 an, le travail de fond, la rédaction des décisions, la préparation des décisions était porté par le président lui-même. Le collège, après un peu plus d'1 an de fonctionnement, a pensé que, pour des raisons d'efficacité, il était souhaitable d'avoir un secrétaire général à temps partiel, donc Julia Burton, ici présente, qui est auditrice au Conseil d'État. Donc pas de service propre, pas de locaux propres, pas de charge de fonctionnement permanente. Les seules charges que nous supportons sur notre budget, c'est d'une part un système indemnitaire pour les membres. Donc ce n'est pas une rémunération permanente puisque ce ne sont pas des membres permanents, c'est des membres qui agissent en fonction des réunions. Et d'autre part, des dépenses de conseil juridique, puisque les décisions, je vais y revenir, de régulation que nous avons été amenés à prendre et c'était bien la mission qui nous était confiée par le législateur, ont été des mesures de régulation fortes qui, par nature, ne pouvaient que générer des contentieux qui relèvent de la compétence directe de la Cour d'appel de Paris, et donc nous étions tenus de défendre. Donc un système original, à 2 degrés, professionnel pour l'essentiel, un dispositif sans charge jusqu'à ce jour, sans charge budgétaire pour l'État. Et donc la question centrale, c'est est-ce que ce système, avec 4 années de recul, puisque nous arrivons à la fin du mandat de ce collège, puisque notre mandat expirera au mois d'octobre de cette année, est-ce que cette autorité a rempli sa mission? Alors, écoutez, j'ai la faiblesse de penser que oui, pour plusieurs raisons. Donc, premier constat, si je prends la situation aujourd'hui présente, dans un contexte qui, bien évidemment, chacun ici le sait, est un contexte très difficile. La vente au numéro, une fois encore, est sur un mouvement historique qui ne se renversera pas. On est sur un changement de modèle économique et donc il faut accompagner cette évolution. Mais si je regarde la situation qui prévaut aujourd'hui par rapport à celle qui existait au moment où nous avons pris nos fonctions, quand nous avons pris nos fonctions, la messagerie Prestalis était sous administration judiciaire, était en quasi-dépôt de bilan. Au terme de l'exercice 2014 qu'on vient de contrôler, c'est une messagerie qui a rétabli son petit équilibre. Quand elle aura achevé son plan de redressement en 2017, elle aura perdu la moitié de ses effectifs, donc c'est une restructuration massive. L'autre messagerie est également en situation, au terme de l'exercice 2014, d'équilibre économique. Donc sur le niveau central, c'est des réformes d'allègement de coûts massifs pour la filière qui ont pu être menées par les mesures de régulation qui ont été prises. Sur le niveau 2, le niveau dit des dépositaires de presse, le niveau 1, c'est là où convergent tous les titres de presse au sortir des imprimeries des éditeurs. Le niveau 2, c'est ces plateformes régionales pour l'essentiel qui ensuite dispatchent les titres de presse sur les vendeurs de presse eux-mêmes, sur les diffuseurs.
Le niveau 2, nous avons pu adopter un schéma directeur qui va réduire de plus de la moitié le nombre des dépositaires de presse. Donc là aussi, économie pour la filière très importante. La loi souhaitait qu'on instaure un système d'information commun aux deux messageries, puisque les éditeurs de presse utilisent en réalité les deux messageries de presse. Ce système est aujourd'hui en cours de déploiement. Les relations entre les deux messageries, qui étaient des relations très contentieuses, se sont aujourd'hui apaisées. On est dans une situation normale de concurrence, mais de dialogue normal. Les contentieux ont aujourd'hui cessé. La rémunération des diffuseurs de presse, qui est un enjeu majeur pour la presse, puisque le nombre des points de vente ces dernières années tendait à disparaître du fait d'une rémunération trop faible, parce que les coûts de distribution étaient concentrés et sur les messageries et sur les dépositaires de presse. Cette rémunération a pu être revue et va être revue à la hausse dans le cadre de délibérations de régulation qui ont été prises par le CSMP et nous-mêmes. Donc on est dans un dispositif qui a connu des évolutions lourdes avec une vingtaine de décisions de régulation fortes qui ont généré bien évidemment des contentieux qui ont tous été gagnés devant la Cour d'appel de Paris avec des décisions de la Cour d'appel qui ont totalement validé le schéma bien évidemment et conforté les deux autorités que sont le CSMP et nous-mêmes. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives? Première remarque que je voudrais faire, c'est qu'on est dans un schéma où chacun des acteurs, l'État, le régulateur, les professionnels, joue son rôle. L'État est présent. Il est présent d'abord parce qu'il porte une politique publique qui est la politique d'aide à la presse, qui font l'objet, vous le savez, d'une nouvelle réforme cette année. Il est présent parce qu'il y a un commissaire du gouvernement qui représente l'État au sein du Conseil supérieur des messageries de presse. Donc la voix de l'État est entendue. Le régulateur a retrouvé un rôle par rapport à un CSMP totalement paralysé avant 2011. Ce CSMP délibère, prend des initiatives, sous l'impulsion en partie de notre autorité. Et puis les professionnels sont devant leurs responsabilités, ils sont associés pleinement au dispositif, ce qui est bien normal, puisque en réalité, c'est des entreprises privées qui distribuent leurs titres. Alors c'est un système qui a légèrement évolué, vous y avez fait allusion, par la loi d'avril 2015. C'est une loi qui était centrée principalement sur le statut de l'agence France-Presse, vous le savez, mais le législateur a profité de cette disposition pour apporter quelques évolutions. Elle a fait évoluer un peu le balancier dans le sens de l'autorité, en donnant à l'autorité, ce qui était un peu la pratique que nous avions instaurée avec le Conseil supérieur depuis 4 ans, un droit d'initiative. Donc le président de l'autorité peut demander formellement au président du Conseil supérieur de mettre à l'ordre du jour des affaires qu'il estime importantes. L'autorité pourra dorénavant amender ou réformer les décisions du Conseil supérieur, alors que jusqu'à maintenant, le système était blanc ou noir, soit nous validions, soit nous ne validions pas. Ce qui s'est passé sur la première décision du Conseil supérieur de décembre 2011, qui est une décision très lourde, que la RDP a rejetée d'emblée, puisqu'elle était, à ses yeux, trop fortement attentatoire au droit de la concurrence. Dorénavant, nous pourrons, à notre niveau, sans un système de navette, amender ce système. Et puis surtout, la loi donne à la RDP une mission importante sur laquelle nous étions en quelque sorte demandeurs, en tout cas sur laquelle nous estimions qu'il y avait un enjeu pour la profession très lourd, qui est une mission d'homologation des barèmes des messageries, c'est-à-dire en réalité des tarifs que pratiquent les éditeurs. Il y a en la matière des strates historiques très longues qui remontent très loin d'une politique des barèmes qui d'abord n'est probablement pas totalement en phase avec les coûts que supportent les messageries de presse pour la distribution de la presse, et je vise là plus particulièrement la presse quotidienne nationale, bien sûr, mais surtout des pratiques dans la politique des barèmes qui mériteraient certainement plus d'attention. Et donc le législateur nous a confié cette mission, c'est une campagne nouvelle que nous mènerons à partir de 2016 et sur laquelle nous réfléchissons actuellement. Dernière particularité, c'est que le législateur a pensé que même si le dispositif que nous avons mis en place a permis, et la Cour d'appel en a jugé ainsi, de préserver pleinement notre indépendance, il valait mieux être chacun chez soi. Et puisque nous régulions une profession, il valait mieux que cette régulation soit supportée par le budget de l'État. Donc nous serons, en principe, dans le cadre de la loi de finances pour 2016,
porté par un programme budgétaire qui relève du Premier ministre, qui est le programme 308. Donc j'ai eu l'occasion de voir le secrétaire général du gouvernement à ce sujet, et donc nous sommes convenus d'avoir, un dispositif identique à celui que nous avions jusque-là, c'est-à-dire de bénéficier de locaux déjà utilisés par d'autres. Nous n'avons pas demandé de locaux propres, nous n'avons pas demandé de personnel propre, donc nous utiliserons un secrétariat pour ce dont nous avons besoin, qui sera mutualisé avec une autre autorité ou un autre service. Et donc voilà, nous aurons nos inscriptions budgétaires sur ce programme 308 qui relève du Premier ministre. Merci Madame la Présidente. Suite à notre rapporteur, Jacques Mézard. Merci Madame la Présidente. D'abord, je voulais vous remercier, Monsieur le Président, à la fois de la clarté de vos explications et de la réponse écrite apportée par vos services. La question paraît être, eu égard à ce que nous avons pu lire et à ce que vous nous avez dit, la question ce n'est pas je dirais, l'utilité du travail qui a été réalisé, dont on voit les résultats. La question c'est cela justifie-t-il l'existence d'une autorité administrative indépendante? Parce que en quoi et pourquoi l'État ne pouvait intervenir directement sur ce problème qui est quand même très particulier. Pour être plongé dedans, vous devez, je n'en doute pas, être convaincu de l'originalité du système et de l'art et de la capacité de notre structure française à générer des dispositifs aussi compliqués. On dirait que le tout, c'est de voir quel est le résultat. Mais en quoi vraiment faudrait-il qu'il y ait une autorité administrative indépendante? Bon, on a parlé de l'indépendance par rapport au budget, puisque vous étiez au niveau de vos ressources financières dépendant du secteur. Maintenant, vous allez être dépendant directement de l'État à partir de 2016. Donc ça, c'est ma première question. Par rapport à la deuxième question, par rapport à la loi du 17 avril 2015, qui renforce vos prérogatives et vos compétences, c'est vous qui l'avez demandé ou c'est l'État qui a eu, ou des parlementaires qui ont eu une génération spontanée de... C'est pas une question perfide, hein, parce que moi, si vous me dites que c'est vous, ça ne me choque pas, hein, mais c'est intéressant de savoir quelle est l'origine de l'arrivée de ces dispositifs dans la loi du 17 avril 2015. Je commencerai par ces deux questions, j'en aurai deux ou trois ensuite. Merci, monsieur le rapporteur, de cette question. Je commence peut-être par la fin de votre question. La RDP, puisque tel est son acronyme, n'était pas demanderesse explicitement, mais ce débat sur les barèmes des messageries est un débat qui est bien évidemment omniprésent. Pourquoi? Parce que l'État, vous le savez, au titre des compétences du Parlement au plan budgétaire, l'État a fait un effort considérable dans le secteur de la presse ces dernières années. Je rappellerai qu'au moment des États généraux de la presse, le budget des aides à la presse a doublé, purement et simplement. On est revenu aujourd'hui à un étiage qui est à peu près celui antérieur, mais pendant toute une période, ces crédits ont considérablement progressé. Dans ces aides à la presse, une partie importante est consacrée à l'aide à la distribution pour compenser le déficit de la distribution de la presse quotidienne nationale, qui est extrêmement coûteuse, et les titres de presse ne financent pas à l'équilibre leur distribution. Donc l'État compense. Et troisièmement, l'État a fait un effort très considérable pour sauver l'entreprise Prestalis avec des aides, plans de départ volontaires qui sont financés de façon très coûteuse pour la puissance publique. Et donc, bien évidemment, du côté de l'État, il y a la préoccupation que chacun porte sa part du fardeau. Et que s'il est normal que l'État remplisse son rôle au titre de sa mission d'aide au pluralisme de la distribution de la presse, si on peut accepter une solidarité interprofessionnelle qui existe, puisque la presse magazine finance une partie du déficit de la presse quotidienne nationale à travers les fameux barèmes,
il était quand même normal que la profession elle-même revoie sa politique de barème. Or ça, le Conseil supérieur des messageries de presse, pour lui, du fait de sa composition, puisqu'il est composé des éditeurs de presse, être en initiative pour lui sur ce sujet-là, nous n'avons pas manqué de le faire, puisque, comme vous l'avez vu dans la loi, nous sommes tenus de rendre des avis chaque année sur sur la façon dont le CSMP s'acquitte de ses missions et sur nos attentes. Nous avons chaque fois exprimé le fait que le CSMP devrait être en initiative sur les barèmes. Il l'a été partiellement en demandant un rapport d'expertise l'année dernière sur le sujet, mais il n'a jamais voulu être en initiative par une délibération parce que les éditeurs sont l'arme au pied, bien évidemment. Ils préfèrent rester dans le cadre des barèmes existants plutôt que de voir augmenter leur charge. Et donc ce débat a surgi à cette occasion-là, et il est apparu que la seule solution viable, c'était de donner à l'autorité administrative indépendante cette compétence, alors qui mouillera quand même, si j'ose dire, le Conseil supérieur, puisque les messageries seront tenues de transmettre leur barème au Conseil supérieur. Le président du Conseil supérieur sera tenu de donner un avis motivé sur ces barèmes, et ensuite l'autorité aura mission de valider ou ne pas valider les barèmes qui lui seront soumis. Deuxième remarque, pour remonter sur votre question, l'État était présent dans le dispositif avant l'instauration de cette autorité. Je l'ai dit, un commissaire du gouvernement siégeait au sein du Conseil supérieur, mais on était en présence d'une régulation, une fois encore, qui était une régulation professionnelle. Là où les choses ont dérapé, c'est quand, face à la crise de cette presse et face à l'incapacité du régulateur existant de procéder aux actes nécessaires à la remise en ordre du système, l'État s'est retrouvé comme le payeur. La socialisation des pertes, si je puis dire, pour l'État. Donc il fallait quand même corriger ce système. Et à l'évidence, l'État, il ne pouvait pas non plus être pilote en direct sur un secteur où on touche directement une liberté publique, qui est celle de la liberté de la presse, liberté de la distribution de la presse et le pluralisme. Et c'est pour ça que la voie a été retenue d'une autorité, une autorité légère, une fois encore. Hein, j'en ai présenté rapidement les caractéristiques tout à l'heure. Et je pense, même si, en toute franchise, au moment où les membres du collège et moi-même, en bons technocrates que nous sommes, nous avons pris nos fonctions, on a trouvé ce système très singulier au départ. À l'expérience, je crois qu'il est sage. Il est sage parce que, une fois encore, chacun des acteurs, à sa place, joue son rôle. Les éditeurs de presse, les acteurs de la distribution sont impliqués et, du fait de ce système, sont tenus d'assumer leurs responsabilités. L'autorité administrative, elle pèse sur le système de régulation pour que ce système de régulation agisse et soit efficace. Et je crois qu'on a trouvé un point d'équilibre avec le CSMP et son président, un partenariat, si je puis dire, chacun dans son indépendance, chacun dans son rôle, mais qui nous a permis l'un et l'autre d'être en mouvement. Et pour le président du Conseil supérieur, quand je lui écris en disant vous devriez faire ceci, ou quand je lui mets un avis public en disant vous devriez faire cela, ça l'aide. Il peut se tourner vers les éditeurs en disant écoutez, moi je suis obligé de faire quelque chose parce que j'ai la RDP au-dessus de moi. Donc je pense que ce choix, dans la sagesse du législateur, était un choix équilibré et à l'expérience fin et intelligent. Je crois que le législateur va rougir de plaisir en entendant qu'il faut faire référence à sa sagesse proverbiale qui est chaque jour confortée par des dispositions législatives nouvelles. Mais oui, mais bon, en quoi l'État ne pouvait directement aller qui paye décide, vous l'avez dit vous-même, l'État a mis beaucoup d'argent pour essayer de sauver ces entreprises, et en quoi était-il illégitime qu'il intervienne directement? Monsieur le Président, d'abord parce qu'on est dans le cadre de l'entreprise privée. Et tous les acteurs de cette profession sont des entités privées financées par des deniers privés. Alors c'est vrai que l'État apporte une contribution, une partie de contribution à l'ensemble de la filière. Mais les vendeurs de journaux sont des entreprises privées, les dépositaires de presse sont des privés, les messageries également. L'État ne finance qu'une partie. Pardon. Sur ce point, Monsieur le Président, si ma mémoire est bonne, les aides à la presse, c'est l'État qui décide souverainement. D'ailleurs, quand on regarde ça à peu près, on est un petit peu surpris d'ailleurs. Bon, parce que c'est censé
améliorer le pluralisme, c'est certainement pas le pluralisme des opinions. Bon, quand on voit les titres qui touchent le plus d'aide, on est quand même un petit peu étonné. Ils disent tous la même chose, enfin sur les choses fondamentales. Sur le reste, sur les détails, ils s'écharpent, mais bon. Donc, pourquoi spécialement dans ce secteur-là la distribution? Et aussi, puisque j'ai la parole, pourquoi 2 messageries? Et est-ce que tout le monde passe par les messageries? Je me suis laissé dire que non. Peut-être que je me trompe. Alors, comme je l'ai rappelé, la loi Bichet, pour répondre à votre question de façon précise, la loi Bichet permet à un éditeur de presse de se distribuer tout seul s'il le souhaite. C'est le choix qu'a fait la presse quotidienne régionale, que vous connaissez chacun très bien, qui n'a jamais voulu s'insérer dans le dispositif de distribution nationale par le biais des messageries. À l'inverse, il touche des aides d'une autre nature. Effectivement, dans le système des aides à la presse, c'est un système très raffiné. Il a fait l'objet d'un excellent rapport de la Cour des comptes il y a 2 ans. Et j'ai moi-même commis un rapport il y a peu de temps sur le sujet. Deuxième... pardon, j'ai été troublé par cet élément de réponse. Oui, alors pourquoi 2 messageries? Alors pourquoi 2 messageries? Bon, il échappe, même la presse nationale, m'a-t-on dit. Est-ce que c'est peut-être faux, hein? Alors la presse quotidienne échappe. Un éditeur qui veut y échapper peut y échapper. Le Parisien, pour prendre cet exemple, a pris à un moment le choix de se distribuer par lui-même, par le biais d'un système de portage. Donc ça, la loi le permet. Ce que dit la loi à l'inverse, c'est que dès que la distribution est groupée, il faut qu'on ait un système de messagerie et que ce système de messagerie soit tenu majoritairement dans un cadre coopératif par les éditeurs de presse. Alors on a 2 messageries, c'est le fruit de l'histoire. L'une a le monopole de la distribution de la presse quotidienne nationale, c'est la société Prestalis. Donc elle distribue, elle est majoritaire, très majoritaire sur le marché, hein, grosso modo 60% des parts de marché aujourd'hui. Elle distribue donc la presse quotidienne nationale et la presse magazine. L'autre ne distribue que des titres de presse magazine. Tout l'enjeu de la régulation, au regard des coûts de la filière, c'est effectivement d'organiser une forme de convergence entre les deux. C'est bien pour ça, d'une part, qu'on instaure un système d'information commun, puisque, comme je l'ai dit, les éditeurs sont présents dans les 2 messageries, c'est-à-dire un même éditeur peut faire distribuer certains de ses titres de presse par Prestalis, mais d'autres par les MLP, d'où l'intérêt d'avoir un système d'information commun qui va être source d'économie très importante pour la filière. Deuxièmement, nous avons instauré un système de péréquation entre les 2 messageries, parce que les MLP, qui utilisaient en réalité les infrastructures liées à la distribution de la presse quotidienne, avaient un avantage comparatif par rapport à Prestalis, qui supportait seul les charges de la distribution de la presse quotidienne. Et donc on a instauré une péréquation qui a rétabli l'équilibre entre les deux et qui amorce cette convergence progressive entre les deux. Maintenant, on n'est pas dans un système nationalisé. On ne peut qu'aller vers cette convergence qui permet de réduire les coûts pour la filière et d'avoir un coût de distribution qui soit en cohérence avec ce que sont aujourd'hui les équilibres du marché de la presse écrite en France. Monsieur le rapporteur, nous reprenons vos questions. Oui. Vous avez utilisé le mot raffiné. Je crois qu'on est vraiment dans le comble du raffinement dans tout ce système. Question, puisque vous nous dites que le système actuel a amené des conséquences plutôt positives, mais 2 questions par rapport à l'autorité de la concurrence. Et première question, vous allez avoir un membre de l'autorité de la concurrence dans le collège, si j'ai bien compris. Vous êtes mieux informé que moi, monsieur le rapporteur, puisqu'il n'est pas encore désigné, le 4e membre. Mais enfin, en tout cas, le collège devra désigner un membre. Devra désigner un membre. Pourquoi ne pas penser, même si elle a déjà beaucoup de pouvoir, que l'autorité de la concurrence pourrait faire le travail que vous faites? Alors, le débat, une fois encore, je le rappelle, dans le rapport de M. Lasserre, on était sur un scénario classique. Voilà, on prend une autorité administrative indépendante et on dépossède la profession de la régulation. Bon.
D'une certaine façon, ce débat a été réévoqué en 2015, quand ce sujet est revenu. Ce n'est pas le choix qui a été fait, pour les raisons que j'ai indiquées. Chacun a considéré que les éditeurs de presse et les acteurs de la profession, au-delà des éditeurs, devaient assumer pleinement leurs responsabilités et que, bien évidemment, il fallait les accompagner, il fallait les forcer à bouger, et je crois que le système les a bien forcés à bouger. Et donc, ce n'est pas le choix qui a été fait jusqu'à maintenant. Je ne peux pas, pour ma part, aller plus loin que le choix qui vient juste d'être fait à nouveau par le législateur en 2015. Ce que j'ai cru comprendre à la fois du rapport Lasserre de 2008 et des échanges récents que j'ai pu avoir avec lui, d'une part, l'autorité de la concurrence me semble considérer que sa barque est déjà bien chargée et que les litiges très spécifiques, très complexe. C'est un secteur qui demande un investissement intellectuel non négligeable, devait relever d'une régulation sectorielle avec une relation de bonne intelligence avec l'autorité de la concurrence. Et c'est ce qui s'est passé, puisque j'ai moi-même, en tant que président de la RDP, été amené à saisir l'autorité de la concurrence sur certaines initiatives du Conseil supérieur. Mais on est dans une relation, et je crois que ce point d'équilibre est apprécié par le président de l'autorité, qui est celle d'une autorité sectorielle, spécialisée dans son domaine, avec l'autorité de la concurrence. Et une fois encore, j'ai la faiblesse de penser, au terme des 4 années que je viens de passer dans cette autorité, que le fait de laisser la profession et de respecter l'historique de 1947, de ce point de vue-là, en première ligne, pour assumer pleinement ses responsabilités, et donc d'éviter l'étatisation complète du système, ce qui serait le cas si on créait en l'occurrence une autorité pleine et entière dépossédant les éditeurs. Je ne crois pas que ce serait aller dans le sens de l'histoire. Le fait qu'ils soient aujourd'hui devant leurs responsabilités les oblige à être en mouvement. La gouvernance de Presstalis a été totalement transformée ces dernières années. Aujourd'hui, elle est administrée par de vrais managers professionnels. On a bien vu l'évolution de cette entreprise. Les MLP sont dans le même mouvement également. Je crois que ce système est équilibré en laissant des acteurs privés face à leurs responsabilités, mais avec un système qui les oblige tout de même à être en mouvement, par une régulation sectorielle qui, je crois, a rempli, j'ai la faiblesse de le penser, a rempli son rôle jusqu'à maintenant. Oui, mais ma question sur l'autorité de la concurrence avait quand même, je dirais, l'objectif de ma question, c'est de dire, bon, à partir du moment où on est quand même dans un secteur qui est proche de ses prérogatives, est-ce que, bon, n'est pas réfléchir à aller jusqu'au bout du raisonnement, parce que quand même, le fait que l'autorité de la concurrence peut bientôt puisse nommer dans votre collège une personnalité qualifiée, bon, c'est quand même d'une certaine manière, peut-être que le mot tutelle est exagéré, mais en tout cas, hein, un lien, non pas de subordination, mais de regard de l'autorité de la concurrence sur le fonctionnement du collège. Alors, monsieur le rapporteur, plusieurs points sur ce sujet. D'abord, les actes de régulation que nous sommes amenés à prendre ne relèvent pas exclusivement du droit de la concurrence, loin de là. Nous sommes tenus de veiller au respect des règles de concurrence, puisqu'aujourd'hui on est dans un cadre effectivement concurrentiel entre les messageries. Nous sommes chargés, de par la loi, de veiller à l'équilibre économique général du système. Mais je vous en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Mettre en place le cahier des charges d'un système d'information commun aux messageries de presse, ce n'est pas du droit de la concurrence. Fixer les règles de préavis pour qu'un éditeur de presse, puisque jusque-là, un éditeur de presse pouvait sauvagement quitter du jour au lendemain une messagerie pour aller chez l'autre qui lui faisait des avantages tarifaires, et donc déstabiliser complètement des entreprises qui sont des entreprises à coût fixe. Fixer les règles de préavis applicables au départ d'un titre de presse d'une messagerie vers une autre, ce n'est pas du droit de la concurrence, c'est du droit du commerce, mais ce n'est pas du droit de la concurrence. Instaurer une péréquation financière entre les deux messageries, ce n'est pas du droit de la concurrence. Fixer les règles de rémunération des diffuseurs de presse, ce n'est pas du droit de la concurrence. Donc on est sur quelque chose de spécifique, même si il y a
bien sûr un lien, puisque nous sommes nous aussi gardiens du droit de la concurrence, avec l'autorité de la concurrence. Deuxièmement, la loi prévoyait d'ores et déjà, c'est le cas avec toutes les autorités sectorielles, un système de renvoi automatique. Donc dès que l'autorité de la concurrence est saisie d'un litige dans le secteur de la presse, nous en sommes saisis d'ailleurs actuellement, il est obligé de saisir le président de l'autorité de la concurrence, de l'autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avoir son éclairage et son avis sur le système. Mais il en va de même s'il est saisi sur l'audiovisuel, il doit consulter le CSA, ou sur les télécommunications, il doit consulter l'ARCEP. Et vice-versa, je peux moi-même, de mon initiative, si je le juge utile, saisir l'autorité de la concurrence. Je crois que le souci du législateur en demandant à l'autorité de la concurrence de désigner un 4e membre, c'était un point sur lequel nous-mêmes, nous n'étions pas spécifiquement demandeurs, puisque nous pensions qu'un collège de 3 membres avait fait la preuve que ça suffisait et que c'était efficace, mais nous sommes bien évidemment heureux d'avoir un 4e membre. C'était plus l'idée, au regard de la nouvelle compétence qui nous est donnée sur les barèmes, d'avoir au sein du collège quelqu'un qui soit, par son parcours professionnel, plus familier des problématiques touchant à la rémunération justement d'un service, d'où cette idée qui est apparue dans le débat parlementaire. Oui, comme vous l'avez souligné, et comme chaque président d'autorité administrative indépendante nous le rappelle, le législateur prend des décisions. Mais ce qu'une loi a fait, une autre peut le défaire, vous le savez. Quand même, on a le sentiment d'être dans un système de plus en plus de poupées russes, avec une complexification qui est considérable. Et moi, je voudrais avoir, alors là, le sentiment du professionnel de la Cour des comptes sur qu'est-ce que vous pensez de la multiplication de ces autorités administratives indépendantes, c'est une constatation, de l'augmentation de la demande qui est faite, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, fait toujours confiance aux membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes, de la Cour de cassation, mais à force de créer ces autorités administratives indépendantes et d'y mettre dedans des membres de ces 3 corps, comment allez-vous faire face à la demande? Là, ce n'est pas le président de la RDP. Alors, plusieurs réponses, monsieur le rapporteur, si vous le permettez. Alors d'abord, il se trouve que notre autorité est composée de 3 membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Outre leur qualité de magistrats, qui gage de leur indépendance, qui une fois encore été jugés comme tels par la Cour d'appel à 2 reprises, dans deux arrêts importants. Je dois souligner vraiment la qualité extraordinaire, et j'y suis pour rien, donc, de ce collège où les chefs de corps ont chacun désigné des personnes extrêmement compétentes pour traiter de sujets, je dois le dire, sur lesquels on manie les choses toujours avec délicatesse, puisque nous avons un magistrat de la Cour de cassation qui est très familier des questions d'arbitrage et qui a souvent mené des missions dans le secteur de la presse, une conseillère d'État qui connaît bien ces sujets et qui est également très familière du droit de la concurrence, et votre serviteur qui a rempli de nombreuses missions sur ce sujet-là au cours de ces dernières années pour les gouvernements successifs. Deuxième remarque, à titre personnel, je ne m'exprime pas en tant que magistrat de la Cour des comptes, puisque la Chambre à laquelle j'appartiens contrôle des autorités administratives indépendantes. Nous en contrôlons une en ce moment même. Nous en avons contrôlé une autre l'année dernière. La remarque que je voudrais faire, c'est qu'il ne faut pas tout attendre des autorités administratives indépendantes. Il faut en attendre ce qu'on peut en attendre. Et je trouve l'exemple de la RDP est assez typique. La RDP est un régulateur. Il exerce, j'ai essayé de le démontrer, j'espère vous en avoir convaincu, mais il ne peut pas se substituer à l'État. La politique des aides à la presse, c'est une politique publique, c'est une politique de l'État, c'est à l'État de la définir, c'est au Parlement
de la valider et de voter les crédits qui correspondent. C'est au Parlement de contrôler les conditions d'exécution, à la Cour des comptes pour ce qui relève de sa compétence. On ne peut pas tout transférer et s'imaginer, par exemple, qu'un régulateur dans le secteur de la presse pourrait à lui tout seul, par un coup de baguette magique, résoudre toutes les problématiques qui assaillent la presse dans le monde aujourd'hui du fait de l'impact du numérique, serait un peu illusoire. Deuxième remarque, à titre personnel, c'est que je pense qu'il y a un peu un mouvement, il y a eu un mouvement de mode historique. Il y a eu un moment où l'État, peut-être trop gros, trop volumineux, a pensé que transférer une partie de sa gestion, une partie de ses compétences à diverses personnes morales d'un autre statut, autorité administrative indépendante, agence, établissement public aussi. Je suis très familier du secteur du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture avait une floraison d'établissements publics. Il y a 10 ans ou 15 ans, le musée du Louvre était géré en direct par la direction des musées de France. Il est aujourd'hui géré par un établissement public. Je crois que ce type de choix, en l'occurrence, celui que je viens de citer, a fait l'exemple de sa pertinence. Aujourd'hui, on a l'un des premiers modèles, l'un des premiers musées du monde gérés de façon efficace. Voilà, donc les AI, elles ont quand même des vertus. Ce pourrait être une conclusion, mais nous sommes vous êtes dans un secteur qui est à la fois extrêmement important mais extrêmement sensible. Vous avez à juste titre fait remarquer la qualité des membres du collège. Ce n'est pas pour rien. Vous ne pensez pas que le poids de ces quotidiens nationaux n'est-il pas sans influence sur le traitement quand même très spécifique du dossier? Je vais réfléchir 2 minutes avant de répondre à votre question. Bon, je pense qu'on a un historique, alors qui est vraiment, on l'a évoqué tout à l'heure, votre initiative, monsieur le sénateur, c'est le soubassement de toute la politique publique d'aide à la presse qui est l'aide au pluralisme. C'est vraiment le principe fondateur, ça a été jugé par le Conseil constitutionnel, c'est ça qui justifie en réalité l'intervention de l'État dans le secteur de la presse. Parce on pourrait considérer que l'État n'a pas à intervenir dans le secteur, et que c'est aux acteurs de la profession eux-mêmes et aux éditeurs à payer l'élaboration de leurs titres de presse, leur fabrication, leur rédaction et puis leur distribution. Le modèle économique des titres de presse, historiquement, c'est pas lié uniquement à la crise du numérique, même si ça a été très fortement accentué par le numérique, fait que certains titres de presse arrivent à l'équilibre, d'autres pas. Et dans des registres très différents. Bon, aujourd'hui, chacun connaît les difficultés d'un titre comme Libération, mais La Croix est sur le même modèle, l'Humanité bien évidemment aussi. On est sur des titres de presse qui ne sont pas capables, du fait de leur taille ou de leur contenu, de drainer, ou de leur choix. Certains titres de presse ont fait ce choix. Le Canard enchaîné, par exemple, n'a pas de recettes publicitaires. Ils n'ont pas de recettes publicitaires capables d'équilibrer leur modèle. Et donc, pour assurer le pluralisme, l'État a été amené à intervenir. Première remarque. Deuxième remarque, le système de distribution qui a été mis en place après-guerre, avec les LMPP en l'occurrence, pour assurer la distribution de la presse quotidienne nationale, c'est un système extrêmement sophistiqué. Il faut quand même avoir conscience que c'est un système qui permet chaque matin, pratiquement dans chaque village de France, presque à la même heure, d'avoir le même titre de presse. C'est quand on va sur place, quand on va dans les dépôts, souvent tard la nuit, voir comment ça fonctionne, c'est une petite prouesse logistique qui est quand même très, très spectaculaire, entre les rédactions, les imprimeries des titres de presse, le rôle des messageries, le rôle des dépositaires, le rôle des diffuseurs. Alors ce système a généré bien évidemment des coûts considérables, puisque tout ça c'est un système à coût fixe. Vous devez avoir un système permanent qui permette d'assurer cette distribution quotidienne de tous les titres, alors même que le nombre de titres de presse qui assurent ce financement n'a cessé de se réduire depuis la guerre. Le mouvement est historique, vous connaissez le nombre des titres de presse quotidienne, et donc on a une charge fixe qui reste grosso modo ce qu'elle est, et un nombre de titres de presse diffusés qui se réduit. Donc bien évidemment, le déficit ne fait
que se creuser. Et donc, faire peser la totalité de ce déficit de la distribution de la presse quotidienne par les titres de presse quotidienne nationale, assurément serait les mettre en faillite immédiate. La compensation tarifaire ne pourrait pas être supportée par ces titres de presse. Maintenant, je réponds avec autant de franchise à votre question. Il n'empêche que ces titres de presse, pour beaucoup d'entre eux, ont des actionnaires, pas des moindres. D'où la problématique des barèmes que j'évoquais tout à l'heure. D'où le fait que la RDP, depuis 2-3 ans, signale que cette question des barèmes mérite attention. D'où la compétence que le législateur nous a transférée. D'où une mission très difficile qu'il nous faudra, ou nos successeurs, assurer à partir de janvier de l'année prochaine. Je vous remercie de cette conclusion, Monsieur le Président, parce qu'effectivement, quand on voit le tour de table capitalistique de certains de ces titres, on peut quand même se poser un certain nombre de questions, y compris ceux qui donnent le plus de leçons aux parlementaires. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette audition. En vous remerciant. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup.